Rebonjour à tous et bienvenue sur le site dailyfx.fr. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société FXCM, responsable de la recherche sur le site DailyFX. Bienvenue à tous pour ce webinaire aujourd'hui qui s'intitule Rule of Seven, donc la règle de 7. J'ai à mes côtés Jean-Étienne Lenné. Jean-Étienne Lenné, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un professeur spécialiste d'analyse technique des marchés depuis 30 ans, une référence en la matière dont nous avons la chance on a la chance donc de le côtoyer, de l'avoir avec nous lors de nos formations, de l'avoir lors de nos conférences. Et donc j'ai proposé à Jean-Étienne aujourd'hui de vous faire découvrir cette règle des 7 dont moi-même je n'avais pas connaissance, donc je vais écouter avec attention ce webinaire tout comme vous. Avant de commencer ce webinaire, je tenais simplement à vous dire que nous allons faire 50 minutes à 1 heure de webinaire sur la règle des 7, qui est une règle qui permet de calculer des objectifs. Et à la fin de ce webinaire, nous ferons une petite pause de 5 minutes et nous redémarrerons pour une interview de Jean-Étienne pour en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours, mais également profiter de l'expérience de Jean-Étienne en termes de coaching. Il a vu, je pense, dans toute sa carrière, beaucoup plus de clients que moi, et donc on parlera des travers habituels des traders particuliers, mais surtout également de comment les corriger. Ce webinaire sera bien évidemment enregistré et vous aurez en plus la possibilité de revoir Jean-Étienne par la suite. Alors avant de commencer ce webinaire, sur le site DailyFX en page principale, vous avez un papier qui s'appelle les rendez-vous DailyFX. Donc je vous invite à aller lire cette petite annonce dans laquelle je vous parlais du webinaire et de l'interview de Jean-Étienne aujourd'hui, dans laquelle il y a aussi 3 rendez-vous avec Karen Pellois à venir fin mars et en avril. Et nos 2 formateurs qui travaillent avec FXCM donc organiseront des séances de formation pour Karen le 23 avril, technique de trading avec Ishimoku, et le mardi 29 avril, une formation de Jean-Étienne, c'est principalement du coaching. Voilà, donc prenez note de ces dates. Les vidéos qui seront faites par chacun seront enregistrées, elles seront postées sur le site et sur le forum, vous pourrez les revoir. Vous pourrez bien évidemment, si vous souhaitez devenir client ou si vous voulez participer à ces formations FXCM, et je vous invite à passer un petit coup de fil tout simplement au bureau d'FXCM pour avoir des informations. Et puis, je pense qu'on est bon. Nous allons donc pouvoir commencer. Petit avertissement, les informations que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, mais bon, il ne s'agit pas ici d'un point de marché, mais plutôt d'un cours. Donc, je ne pense pas que Jean-Étienne prendra beaucoup de risques sur l'euro-dollar dans les minutes à venir. Je vais maintenant lui passer la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire. On se retrouvera en dernière partie pour répondre aux questions-réponses et puis par la suite à 15 h pour l'interview. Et je passe la parole à Jean-Étienne. Bon webinaire à tous. Bien. Voilà. Donc... rebonjour à tous et merci à Nicolas de son accueil. Comme déjà la dernière fois, j'ai sélectionné un outil qui n'est pas très connu, mais qui est très intéressant. Et comme vous l'a dit Nicolas, en effet, pratiquant l'analyse technique depuis 1986, j'ai parcouru un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de techniques, et malheureusement, les analyses techniques ont tendance à se cantonner à quelques outils efficaces, certes, mais qui ne constituent pas un grand pourcentage de l'ensemble des outils à notre disposition. Alors, calcul d'objectifs, de quoi s'agit-il? Je vais tout de suite vous présenter un graphique de la plateforme. Non, c'est un graphique de la plateforme, voilà. Donc, ici. Prenons un marché à peu près au hasard. Ici nous sommes par exemple sur une paire du Forex
et vous pouvez, en effet, quelle que soit votre position, vous poser des questions sur l'endroit où peut aller le marché. Pas d'ici quelques minutes ou d'ici quelques heures, mais sur un horizon de temps et un horizon de prix beaucoup plus éloigné. Alors certains d'entre vous vont évidemment utiliser leur méthode, d'autres vont utiliser d'autres méthodes. Là je vois une moyenne mobile par exemple, certains vont utiliser une moyenne mobile, d'autres vont utiliser des supports, des résistances, d'autres outils. Certains outils vont vous donner des objectifs. Par exemple, les figures chartistes. Mais regardez ce graphique par exemple, si vous utilisez la coupure de la moyenne mobile par les cours, admettons que cette paire se remette à monter pour dépasser ce seuil. Est-ce que la coupure de la moyenne mobile vous fournit un objectif? Bon, la réponse est connue, non. Donc si vous jouez cette coupure, vous allez devoir mettre un stop puisque vous êtes quelqu'un de prudent, mais n'ayant pas d'objectif, vous serez bien en peine d'avoir un ratio espérance de gain sur risque de perte qui soit un ratio objectif. Est-ce que le marché va aller ici, va aller ici, va aller ici? Ah, là déjà, j'utilise une technique d'objectif qui sont des niveaux de support et de résistance, mais qui n'ont rien à voir en quelque sorte avec mon outil. J'ai une coupure, puis après j'ai d'autres outils qui viennent se surajouter. Ça, c'était avec la moyenne mobile. D'autres outils comme les indicateurs techniques, comme les enveloppes et les plus connus que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, les bandes de Bollinger, de la même façon, donnent rarement des objectifs. Et c'est un point important pour l'opérateur que d'avoir une idée précise où le marché peut aller. Alors ce que nous allons voir, c'est justement l'une des techniques, ça n'est pas la seule, je répète, mais c'est l'une des techniques. Ici, je vais toujours rester sur ce marché parce que c'est celui qui était sur la plateforme que met à ma disposition Nicolas. Comme ça, vous voyez que je ne prépare pas un cas particulier où l'outil que je vous présenterai comme par hasard fonctionnerait magnifiquement. Non, je travaille absolument sur ce que l'on me propose. Ici, donc, la paire dollar australien, dollar américain. Le marché baisse et ici, est-ce qu'il peut remonter? Donc vous connaissez un premier outil très connu qui s'appelle les retracements. Vous avez ici ajouter Fibonacci et vous savez que vous pouvez ajouter donc des outils qui vont vous dire que si le marché a baissé tout au long de ce mouvement que je dessine, alors il peut remonter en s'arrêtant à certains niveaux. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est qu'est-ce qui se passe si le marché remonte plus haut que le début de cette oscillation. À ce moment-là, toujours avec les ratios dits de retracement, on va avoir un outil qui s'appelle expansion, ou en fait, en français, ça serait plutôt extension. Mais il est toujours accolé au terme de Fibonacci. Alors, je n'ai rien contre le marchand italien de la ville de Pise, puisqu'en fait, son vrai nom, c'est Léonard de Pise. Il faut savoir qu'il est quand même mort en 1250, donc le trading sur les devises à cette époque était assez restreint. Mais déjà, dans les ratios de retracement et d'extension, Fibonacci n'est qu'un cas particulier. Il a d'autres familles, les ratios de Dow et les ratios de Gann. Et puis, on trouve assez peu lisible dans la littérature, il faut lire un certain nombre d'ouvrages pour tomber dessus, une autre technique que je vais vous présenter, donc qui va vous permettre, par exemple, si vous pensez que le marché peut dépasser ce mouvement, d'avoir des idées où est-ce qu'il pourrait aller. On va donc voir un outil qui nous permet de calculer des objectifs sur la base d'une première impulsion. Le marché fait une première impulsion à la hausse, où est-ce qu'il peut aller au-delà? Donc je reviens maintenant sur ma présentation PowerPoint. Voilà. Alors cette règle est très simple, sa mise en œuvre nécessite une toute petite... voilà, je vous donne quelques instants. Voilà. Sa mise en œuvre demande simplement une petite subtilité par rapport aux boîtes à outils. Regardons un marché qui se retourne à la hausse. En fait, on va exploiter le premier mouvement à la hausse. Une fois que ce marché a fait une première
vague de hausse. On va mesurer, là c'est une technique un petit peu complexe, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça dans la réalité. On va mesurer une première impulsion à la hausse. Son point de départ, ici on est sur l'eurodoll par exemple, 1,20 579, et on regarde jusqu'où est allée cette première impulsion. Là ici j'ai fait une épaule tête épaule inversée par exemple hein. Et je vois qu'une première impulsion est allée à 1,31 711, soit un dénivelé que j'ai marqué en rouge, 0,11132. Eh bien, je vais me servir de cette première impulsion à la hausse pour déterminer des objectifs selon la règle des 7. Pourquoi 7? Parce qu'en fait, la hauteur de la première impulsion, je vais la multiplier à chaque fois par 7 divisé par un chiffre qui va varier 4, 3, 2, 1. Si je multiplie par 7 quarts, c'est-à-dire 1,75, j'obtiens mon premier objectif. Si je multiplie par 7 tiers, c'est-à-dire 2,33, j'obtiens mon deuxième objectif. Et ainsi de suite. 7 demi, 3,5, j'obtiens mon troisième objectif. 7 divisé par 1, quatrième objectif. Mais les hauteurs précises, c'est vraiment si vous êtes sur un marché très très dynamique. Sinon, attendez-vous plutôt à aller au premier, au deuxième et au troisième objectif. Alors ce sont des constats qui sont statistiques, c'est-à-dire des constats qui ont été faits très souvent. Vous savez que les analystes techniques se contentent de constater des phénomènes récurrents en partant du principe qu'il y a en permanence des événements économiques, des événements politiques, des événements micro, macro, des événements qui affectent les opérateurs. Donc nous, on se contente de regarder la résultante de tout ce qui affecte les acheteurs et les vendeurs. Alors, ces 4 objectifs partent du point de départ, ici 1,20 579. Et je vais multiplier la hauteur par ces 4 ratios, 1,75, 2,33, 3,51, et ça va me donner le dénivelé pour aller à l'objectif. Voyez par exemple le premier calcul, objectif 7 quarts, je prends 1,20 579, et je prends la hauteur de mon impulsion fois 1,75 qui me donne 1,406. On va voir en bleu après pourquoi je vous ai fait un calcul très proche. L'objectif 7 tiers, je reprends le point de départ, ma première impulsion. Je prends toujours le dénivelé de cette impulsion, multiplié par 2,33, puisque c'est 7 tiers, et ça me donne 1,4651 qui serait un deuxième objectif. Et ainsi de suite pour 7 demi. Comme c'est une application du calcul, je me suis arrêté à faire 7 quarts, 7 tiers et 7 demi. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai mis un deuxième calcul en bleu? Eh bien ça en fait c'est dû à nos outils que nous utilisons. Quand vous utilisez les outils d'une plateforme, en fait les informaticiens, eux, ils calculent l'objectif non pas au point de départ de l'impulsion, mais à partir du point d'arrivée. C'est-à-dire que, voyez-vous, au lieu de faire 1,75 par rapport au point de départ, ils vont me donner un calcul à partir du point d'arrivée de mon impulsion. Et donc, je ne dois pas rajouter 1,75, mais seulement 1,75 moins 1, c'est-à-dire 0,75. Et c'est ce 0,75 que je vais utiliser dans la plateforme, lorsque je vais régler la plateforme pour faire ce calcul. On le fera ensemble, vous allez voir. Donc de la même façon, 2,33, ça serait si je partais du point de départ. Comme le calcul se fait à partir de l'arrivée 1,31 711, je vais donc calculer simplement un dénivelé de 1,33, c'est-à-dire 2,33 moins 1. Et ainsi de suite pour 3,50, je vais me contenter d'additionner 2,50. Donc passons tout de suite à un cas particulier, comme ça vous allez voir comment ça marche. Alors, voilà donc une première petite impulsion à la hausse sur donc le dollar, la paire dollar australien, dollar américain. Et je me pose la question, où est-ce que le marché pourrait aller? Donc, vous avez cet outil, ajouter un nouveau Fibonacci. Vous prenez le plus simple qui est l'outil dit main libre, freehand, et
vous parcourez l'oscillation de base, c'est-à-dire à peu près, vous constatez que cette oscillation, par exemple, s'est arrêtée ici. Voilà. Peu importe comment vous posez l'outil, c'est juste pour mesurer. Voilà la fameuse boîte à outils dans laquelle vous pouvez, si vous préférez, effacer en fait tous les ratios qui préexistent déjà. Vous ne gardez que les ratios négatifs, puisque Fibonacci c'est un outil de retracement, donc ça veut dire que je retracerai cette hausse en descendant. Comme moi je vais aller de l'autre côté à la hausse, ce sont donc des ratios négatifs. Et vous allez les recalculer. Alors, le premier que nous avions, c'était, on a vu, 0,75. Donc, je vais mettre ici, je double-clique, vous voyez que je peux changer ce calcul, et je mets 0,75. Vous validez par entrée, il est mis, je clique, comme ça il va pouvoir s'afficher. Le deuxième, notre deuxième ratio, c'était 1,33. Voyez-vous, 1,33, le deuxième. Donc, ici, alors, on va changer un petit peu plus de choses. Je vais avant la virgule mettre le 1, je supprime le 0, et au lieu de 382, je tape 33, je valide par la touche entrée, puis je coche afin qu'il se mette. Et le troisième, c'était 350, hein, donc 7 divisé par 2, 350 moins 1 égale 250. Donc, je vais ici double-cliquer, mettre le 2 avant la virgule, j'enlève le 0, et mettre 50, 0. Voilà, je valide par la touche entrée, ma boîte est prête, je clique sur OK. Alors pour qu'on les voit bien avec une autre couleur, je vais changer leur couleur, comme ça on est certain qu'on va bien les reconnaître, qu'on ne va pas se laisser influencer. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler red, green, blue à 255, mes étudiants sont habitués à cela. S'il y en a un qui m'écoute, il ne sera pas déçu. Et voilà donc les ratios. Le premier, 0,75, il apparaît ici. Le deuxième, 1,33, il apparaît ici. Et le troisième, il doit être encore plus haut ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette toute petite impulsion à la hausse, statistiquement, si le marché confirme le scénario haussier, ça je n'en sais rien, mais s'il confirme son scénario haussier, je sais alors que cette hausse atteindra d'abord cet objectif, puis celui-ci. Si c'est une toute petite hausse, celui-ci. Si le marché est un peu plus nourri, celui-ci. Et un peu plus nourri, celui-ci. Ça veut dire que cette première impulsion, statistiquement, c'est la première impulsion d'un mouvement qui va à ce seuil, ou à ce seuil, ou à ce seuil. Lequel des trois, je ne sais pas. Seulement, cette technique me fournit des seuils qui, là encore je répète, statistiquement, se sont révélés régulièrement atteints. Et c'est ça qui est important. Donc vous voyez, le moins devant m'indique à chaque fois que cette impulsion, je ne l'ai pas retracée, auquel cas les informaticiens veulent un coefficient positif, mais comme on est allé dans le même sens, c'est une convention, on aurait pu prendre la convention inverse, j'ai mis un moins, voyez-vous. Et pour ne voir apparaître que mes seuils, j'ai effacé tous les autres ratios, sinon j'aurais obtenu quelque chose de très confus et je n'aurais rien pu voir. Voyez-vous? Donc, voilà un cas particulier. Bien sûr, ici, je reprends ce marché. Je vois que cette paire est en train de baisser depuis ce seuil. Je pourrais me poser maintenant la question, si le marché poursuit sa baisse, où peut-il s'arrêter? Et je constate une première impulsion baissière. Et donc, peut-être que cette première impulsion baissière va être poursuivie par un mouvement qui va aller beaucoup plus bas. Nous pourrions donc poser les extensions à l'aide de la règle des 7 en prenant ce point de départ et cette arrivée comme première impulsion. Ça serait la même chose que ce qu'on a fait ici, mais exactement dans l'autre sens. Je suis en train de vous expliquer simplement comment fonctionne l'outil. Donc par exemple, je vais enlever un certain nombre de tracés qui me compliquent un peu la vie. Je pense que je peux les enlever a priori. Voilà, donc c'est simplement pour nous simplifier la vision. Sinon, on finira par ne plus rien voir. Voilà, et on va poser ces retracements.
d'un nouveau style, donc à partir de cette première impulsion. Donc je reprends mon outil, toujours main libre, et encore une fois, ce qui me suffit simplement, c'est de dessiner un trait vertical qui va du point de départ au point d'arrivée de la première impulsion. Et je répète, j'enlève tout ce que me fournit la boîte à outils qui n'est pas négatif, puisque je ne vais pas regarder les remontées suite à cette baisse, et je vais regarder où le marché peut aller au-delà de cette première impulsion. Alors, avant de poursuivre, je retourne juste dans le PowerPoint pour vous montrer une petite bizarrerie de cet outil, c'est que nous avons vu les seuils à la hausse. Les seuils à la baisse, les analystes techniques ont repéré, alors là depuis largement plus d'un siècle, que les mouvements haussiers n'étaient pas exactement les mêmes que les mouvements baissiers. Comment expliquer ça? On va dire que psychologiquement, la plupart des opérateurs ne réagissent pas de la même façon quand un marché monte ou quand un marché baisse. Quand le marché baisse, on va en fait utiliser la règle des 7 en partant du chiffre 5 et en allant jusqu'au chiffre 2, alors que précédemment on partait de 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ici, on va avoir 5, 4, 3, 2. C'est-à-dire, on va toujours calculer une première amplitude et on va lui appliquer comme coefficient 7 divisé par 5 fois 1,40, 7 divisé par 4 fois 1,75, 7 divisé par 3 fois 2,33, 7 divisé par 2 fois 3,50. Là, par exemple, j'avais fait un calcul récemment sur le DAX 30, et donc on trouvait sur le DAX 30 le fameux sommet de 9733, une première impulsion à 9069, on avait donc 664 points de baisse, c'est une petite erreur dont je vous prie de m'excuser, c'était 64 points, voilà. 664 points d'amplitude à laquelle on va appliquer successivement 1,4 comme coefficient multiplicateur, et ce dénivelé, ce nouveau dénivelé, on va le soustraire du sommet, voilà, pour obtenir un premier objectif à 8803. Et dans notre logiciel, toujours pareil, on ne pourra pas partir de ce point de départ, on ira à partir du point d'arrivée de l'impulsion. Donc je retire 1 qui a déjà été parcouru, il me reste 0,40 à parcourir. Donc voyez-vous, au lieu de l'appliquer à 9733, je l'applique à 9069. Rassurez-vous, le logiciel vous permet quand même de faire ça plus facilement. Simplement, vous n'utilisez pas 1,40 mais 0,40. Pour 7 quarts, qui donne 1,75, pareil, vous enlevez 1 et vous utilisez simplement 0,75. Pour 7 tiers, au lieu de 2,33, on va utiliser 1,33. Et je ne vous ai pas fait 7,5 tout simplement parce que mon PowerPoint n'allait pas plus bas. Donc je vous laisse le soin de compléter par vous-même, mais le calcul est le même, ça sera 2,50 au lieu de 3,50. Revenons par conséquent maintenant à notre boîte à outils. Donc nous avons dit 1,40, je double-clique et je vais mettre ici 0,4, puisque 1,40 moins 1 ça fait 0,4, et je valide. Ensuite, j'ai dit que j'allais appliquer 1,75, c'est-à-dire 0,75. Donc, je recommence, vous double-cliquez, vous saisissez 0,75, vous tapez Enter, comme ça, ça rentre bien dans la boîte de dialogue, et ainsi de suite. Et le troisième seuil, on a dit qui est donc 2,33 moins 1, soit 1,33. Je double-clique, je vais devant la virgule, je tape 1, je supprime le 0, et 33 pour être très précis. Ça change pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, 1,33. Je vais les mettre en bleu de façon à ce qu'on les voit nettement. Donc, je désature à 0 les deux autres couleurs. Voilà, à condition de le faire correctement. Et ici, 255. OK. 0,0255. Alors, un petit souci de mon ordinateur qui se coince.
stratégiquement. Et voilà qu'on vient m'aider pour sortir de cet ordinateur, voilà, coincé. Donc, ah, voilà, c'est ça. Il voulait un nombre entier, donc c'est pas très grave. Je vais laisser de cette couleur là, simplement je vais le mettre en plus épais pour qu'on le voit bien. Voilà. Très bien. Donc voyez-vous, j'ai la hauteur de base et voilà le premier objectif. Donc par rapport au point de départ, je suis à 1,4 du dénivelé et ici à 1,75 du dénivelé. L'autre est trop bas, je ne le vois pas. Donc on le fait apparaître et voilà. Donc encore une fois, quelle est la lecture? La règle des 7 me dit, suite à cette première impulsion baissière, le marché a un seuil, bah voyez-vous, il l'a atteint. S'il continue à baisser, alors c'est le deuxième seuil, et voici le troisième seuil. Encore une fois, on ne sait pas où peut aller le marché, et ici, vous obtenez des seuils qui sont simplement des seuils statistiques. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, vous voyez que le seuil de 1,75 comme par hasard correspond un peu à ce phénomène, donc on retrouve une logique dans l'outil, ça c'est tout à fait normal d'une part et rassurant d'autre part. Le troisième seuil ici, lui aussi, correspondra à une petite inversion de polarité avec ce que l'on a connu à ce moment-là. Si vraiment vous voulez aller un peu plus loin, on a encore un seuil, on va le calculer tout de suite, donc alors au-delà, en fait, je vais me remettre 1,33, ça sera donc en fait 2,50, hein, de la même façon, voilà. Donc on va le calculer tout de suite, voilà. Vous recliquez ici, vous sélectionnez, non, alors c'est ici, voilà, c'est ça. Je sélectionne l'outil, je fais changer, et donc on va rajouter un nouveau seuil pour voir où est-ce qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Je fais ajouter. Alors, si vous ajoutez un seuil, n'oubliez pas de mettre le signe moins, sinon vous allez avoir une surprise. Et donc, 2,50. Voilà, 2,50. Je fais Enter. Et là, simplement en cliquant sur Modifier, il apparaît. Je valide par OK. Enfin, il apparaît, je ne le vois pas, parce que maintenant, il faut que je le fasse apparaître. Voilà. Et donc, voilà comment, grâce à cette technique, sur ces deux cas précis, on va en voir un autre, je peux obtenir des objectifs qui ne sont pas évidents. Et c'est là tout l'intérêt. Je peux être un peu bridé dans mon idée de baisse du marché pour différentes raisons, comme tout simplement d'avoir un graphique qui est trop dilaté, et du coup je n'arrive même plus à voir où le marché peut aller. Voyez-vous, là je ne vois plus que ces deux traits là, les traits en dessous je ne les vois pas. Et je peux me fermer à des opportunités de trade tout simplement parce que je vais oublier que le marché il a la possibilité d'aller ici, et il a même la possibilité de descendre jusqu'ici. Ok? Alors on va prendre un cas par exemple sur, si je le trouve, sinon je vais aller le chercher, le DAX par exemple. Alors il n'y est pas. Voilà, c'est ça. Clac. Non, non, je cherche le DAX. Donc, alors le DAX. GR, voilà, c'est ça. Donc voilà le DAX. Alors là, on a un cas qui est simple. Vous avez un petit double sommet. Donc ce double sommet, ça veut dire statistiquement que le marché pourrait tout à fait redescendre de la hauteur. Bien. Vous voyez que ça serait quand même un petit peu dommage, si vous avez raison et que vous shortez le marché suite à ce double sommet, de n'attraper qu'un mouvement qui vous mettrait aux alentours de 8005, si derrière le marché se met à chuter à 7000. Ah, ça fait partie des trades les plus pénibles. Vous aviez raison, le marché fait une chute conséquente et vous n'en avez pris que le tiers ou le quart. Eh bien, cette première impulsion, on va voir avec la règle des 7 où le marché est susceptible d'aller. Donc, là encore, Fibonacci freehand. Là, alors techniquement, on prend souvent la deuxième. On part pas du plus haut, on part du deuxième. Ça, c'est une habitude historique que l'on trouve décrite dans la littérature. Alors, mon outil est parti, donc je le remets. Fibonacci, voilà. Voilà donc cette impulsion baissière.
Et je vais maintenant, là encore, rentrer les calculs. Toujours, si vous voulez faire les choses proprement, vous enlevez tous les autres facteurs et vous revenez ici. Donc on a vu que le premier facteur c'était 1,4, moins 1 c'est-à-dire 0,4 en extension. Je tape 0,4. Je valide par Enter. On a vu que le deuxième, je vous le rappelle, c'était donc non pas 7 divisé par 5, mais 7 divisé par 4. 1,75 moins 1, 0,75. Donc ici, je vais taper 0,75. Alors je mets bien mon curseur devant le premier. Voilà. Je valide par Enter. Et enfin, je vais mettre le troisième. Donc on a vu que c'était 2,33, c'est-à-dire 7 divisé par 3. 2,33 moins 1, puisque je pars de la fin de ma première vague. Et donc, je clique. Alors attention à bien taper le 1 avant la virgule. Et 33, 33. Voilà. Donc là, vous allez obtenir donc ces 3 seuils suite à une toute petite impulsion. Attention, ceci est une toute petite impulsion, donc forcément, vous n'obtenez que ces 3 seuils. Si vous voyez le marché remonter et repartir à la baisse, au lieu de prendre cette petite impulsion-ci, oui, non, en fait, l'habitude veut de ne pas partir, je réponds à ma voisine Karen, en fait, l'habitude veut de ne pas partir du premier sommet, mais vraiment, on va dire, du deuxième sommet, quand on a un double sommet. Ça, c'est... oui, mais ça revient au même, ça revient au même. Là, je suis parti comme ceci, les retracements auraient été vers le haut, donc l'extension sera bien de l'autre côté. Donc là, en effet, il s'agit d'une extension pour voir où le marché peut baisser. Bien sûr, c'est une toute petite impulsion. Si par exemple, arrivé par ici, le marché remontait et repartait à la baisse, vous reporteriez tous ces calculs suite à la nouvelle impulsion, puisque tout ceci ne me donne qu'un mouvement qui ne va pas très loin, on va qu'à 8250, et le seuil d'en dessous était un peu plus bas, par rapport à un marché qui, comme vous le voyez, vient de beaucoup plus bas. En revanche, sur ce même DAX, vous pouvez vous poser la question, mais où pourrait aller le marché à la hausse? Voyez-vous, l'outil fonctionnant dans les deux sens de nous donner des objectifs lorsque c'est très difficile de calculer des objectifs. Eh bien, vous pouvez prendre dans cette énorme latérale depuis donc, le début des années 2000, beaucoup d'opérateurs se sont dit, lorsqu'on a cassé ce fameux seuil au-dessus de 8000, ici vous avez une chute assez brutale puisque la littérature, va dire, non pas la littérature, mais quelques conflits entre certaines banques et certains traders vous racontent ce qui s'est passé par ici. Donc en effet, on a eu une énorme butée. Le marché a franchi ce seuil autour de 8100. Où peut aller le marché à la hausse? Et bien de la même façon, vous pourriez prendre cette impulsion, prendre toute cette impulsion et calculer des extensions selon la règle des 7. Et nous allons voir, encore une fois, si le marché ne veut pas baisser, ce n'est pas à nous de décider, mais où pourrait aller le marché à la hausse. Donc c'est exactement la même logique. Je n'ai pas d'objectif, où peut aller le marché à la hausse. Donc je vais parcourir cette première vague et calculer ces objectifs à la hausse. Donc je prépare ma boîte à outils. Et ici, à la hausse, attention, on part de 7 quarts directement, donc 1,75. Et je vais donc ici mettre 75. Voilà. Ensuite, on a 1,33. Enfin, 2,33 moins 1, c'est-à-dire 1,33. Donc je vais mettre 1. Voilà, attends, non, c'est pas 2,22. On va taper sur la bonne touche. Valider par entrée. Voilà. Et ensuite, de la même façon, on va avoir 2,50. C'est tout à fait les mêmes, et vous vous souvenez, il y a juste un tout petit écart entre la hausse et la baisse. Donc, 2,50. Voilà, par exemple, on va mettre ces trois-là. Pour bien les voir, on va se mettre en rouge vif, et on va les mettre en très épais, histoire de ne pas les rater. Voilà. Donc voilà ce que nous donne la règle des 7. Alors, non, attention, là, il est en train d'en recréer un autre.
Ça, c'est parce que je n'ai pas décoché ici. Voilà. Et maintenant... Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à baisser mon graphique? Alors, ça doit être de l'autre côté. Voilà. J'essaye, voilà, je demande à Nicolas qui va me dépanner comment descendre l'axe des Y pour voir au-dessus. On va au-dessus. Oui, plus haut. J'ai un seuil qui est au-dessus. Tatiana, à l'aide. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment, tu vois, c'est pour ça que je me dis des fois ça va traverser le haut de l'écran. Voilà, donc vous voyez, on a déjà un seuil à 10 574. Voilà. Donc j'ai un tracé qui est un peu plus haut que je souhaite faire apparaître. Voilà, mais j'ai dû forcer. Voilà, magnifique. C'est Adrienne qui m'a sauvé. Voilà, parfait. Vous voyez que c'est quand même sympathique. On a donc un seuil à 10 574. Il suffisait que je décoche cet outil-là, voyez-vous. On remarquera la réactivité de nos lecteurs. Voilà, oui. Bravo à celui d'entre vous qui me dit de désactiver l'autoscale, en effet. Donc un seuil à 10 574, un autre à 12 209. Et on en a encore un autre beaucoup plus haut à 17 583. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui est capable de prendre position pour viser ce seuil-là. Alors je ne vous recommande pas d'entrer à l'instant T pour viser ce seuil-là. En revanche, et ça fait partie d'une de mes activités, pour des investisseurs beaucoup plus long terme, qui gardent des positions très longtemps parce qu'ils gèrent des capitaux qui ne sont pas en millions, mais qui sont en 3 zéros plus loin que le million. Donc pour des investisseurs institutionnels avec des portefeuilles extrêmement conséquents, eh bien il est important d'avoir des objectifs conséquents en termes de variation de prix. Et donc ça signifie que ce marché sortant de ce latéral, en effet, depuis, on va dire, les années 2000, nous sommes dans un énorme latéral. Eh bien, nous avons une vague d'impulsion, celle-ci. On aurait pu prendre celle-ci aussi. On a pris celle-ci. On aurait pu même prendre cette petite vague d'impulsion. En fait, nous arrivons à calculer des objectifs qui, sinon, sont assez difficiles à déterminer. Donc voilà, voyez-vous, trois seuils. 10 574, 12 909, 17 583. Alors, lorsque dans des séances de coaching, j'aborde quelles sont les différentes techniques pour capter des mouvements de cours, là, on étudie quels sont les effets de levier et les outils appropriés pour pouvoir viser de tels mouvements. Vous n'êtes pas forcé d'y aller avec un levier 1 en cash. Vous pouvez y aller avec différents effets de levier et donc différents outils pour viser ce genre de seuil à risque tout à fait contrôlé. Donc si je résume, ce qui est très intéressant dans la règle des 7, encore une fois, c'est sa simplicité. Une fois que vous avez calculé une impulsion, vous avez donc le dénivelé de l'impulsion, vous lui appliquez une série de mouvements qui se calculent à l'aide du chiffre 7. Dans le cadre du néo, 7 quarts, 7 tiers, 7 demi et 7, qui est encore une fois dans le cas d'un marché très dynamique. Mais encore une fois, dans le calcul simple, les auteurs à l'origine de cette technique partaient du point de départ, alors que dans les logiciels, on part de la fin de la première impulsion, puisque c'est le même outil pour les extensions et les retracements. Les informaticiens ne se sont pas cassés la tête, ils ont déjà fait un travail magnifique. Donc là, ils ont regroupé les deux outils en un. Donc nous, il va nous falloir, par rapport au ratio que vous obtenez, enlever la première hauteur qui est déjà incluse, et donc vous enlevez 1 à chaque fois. 0,75 au lieu de 1,75. 1,33 au lieu de 2,33. 2,50 au lieu de 3,50. Évidemment, pour le dernier, au lieu de 7, qu'est-ce que je prendrais? 7 moins 1, 6. Et à la baisse, cette caractéristique intéressante, qui montre bien l'expérience des opérateurs,
un mouvement baissier ne se fait pas tout à fait de la même façon qu'un mouvement haussier, ce qui est plus vrai pour les actions que pour le Forex, mais qui reste vrai aussi un peu pour le Forex. Vous allez partir de 5 et aller jusqu'à 2. Et donc vous allez obtenir des objectifs, une série d'objectifs qui vont se compléter à toutes les autres techniques. Voilà pour cette technique sortie d'ouvrages anciens, mais les marchés étaient rigoureusement aussi difficiles à cette époque que maintenant. Donc Nicolas, qui est à mes côtés, va me proposer quelques questions de façon à ce que je puisse répondre à vos questions. Alors en fait, les expansions dites de Fibonacci, c'est-à-dire à l'aide des nombres de Fibonacci, par moment vont correspondre. Pas tout le temps, par moment. De la même façon que si par exemple ici, avec cette petite vague d'impulsion, là j'ai pris cette grande vague d'impulsion, si j'avais pris une toute petite vague d'impulsion, les extensions de cette vague auraient pu correspondre à des retracements de la vague précédente. Donc en effet, on a souvent ce genre de phénomène. Le marché a subi une chute, il repart à la hausse. Je vais avoir un mélange d'objectifs d'extension avec des retracements de la vague précédente. Je complète ce que je viens de dire. L'intérêt ici de regarder sur le DAX, c'est lorsque vous avez un mouvement historique. Il faut savoir que le sommet du DAX autour de 8100 et quelques, c'était un sommet historique. Donc maintenant le marché est dans un no man's land, il n'a jamais été par ici. Et donc il est intéressant d'avoir des seuils qui sont encore une fois des seuils de phénomène. Alors en effet, Karen rappelle une technique qui est très connue pour les retracements, mais qu'on a aussi pour les extensions. J'ai pris cette vague. Si je prends cette vague, donc qui est aussi une impulsion à la hausse, je vais peut-être de temps en temps avoir des seuils qui vont se confondre. Ça va donner des congruences, pour reprendre le terme d'une analyste américaine, Caroline Boroden. Et c'est assez intéressant en effet quand on a plusieurs vagues d'impulsion, d'amplitudes différentes, mais qui vous donnent ce que j'appelle des rendez-vous de marché. Oui, ça c'est intéressant. Oui. Alors là je ne le fais pas parce que ça va alourdir, mais en effet ça vous pouvez le faire. Alors Nicolas est en train de regarder vos questions. Merci tout d'abord d'avoir été nombreux à poser des questions. Oui. Il y a quelqu'un qui, tu disais en début d'émission, en fait, donc comme la dernière fois, on a fait ceci, cela. Donc pour ceux qui n'auraient pas déjà vu les vidéos de Jean-Étienne, sachez que dans la partie du forum sur les conférences, il y a toutes les présentations que tu avais fait lors des conférences d'IDFX, et que le webinaire de la dernière fois a été enregistré et se trouve sur la chaîne YouTube. Donc je poserai tous ces liens-là sur le forum par la suite. Alors, d'où sort ce chiffre 7? Oui, alors voilà, donc
Ah, voilà, merci. Nicolas a remis le son et il est en train de vérifier. Ah, voilà, zut. Est-ce que ça relance là, Adrien, non? Est-ce que vous m'entendez là? C'est reparti? Oui, c'est bon, voilà, pardon. Donc je reprends, j'ai une petite interruption, donc merci de votre patience à tous. Oui, donc le chiffre 7, c'est vraiment dû de l'expérience d'opérateurs qui ont fait ces constats. Donc il est toujours très difficile, c'est comme Fibonacci, de donner l'origine de Fibonacci. C'est certainement pas Léonard de Pise, mort en 1250, qui a pensé à ça. Lui, il a écrit en tant que marchand, fils d'un des plus importants marchands de la ville de Pise. Il était nécessairement fort en calcul et aussi en comptabilité, puisque c'est à cette époque-là que les Italiens ont inventé la comptabilité en partie double. Bon, les ratios de Fibonacci, ça date des années 50, et donc ça n'est pas Monsieur Fibonacci, Monsieur Léonard de Pise, pour l'appeler par son nom. De la même façon, le chiffre 7, c'est un constat, pur constat empirique. En revanche, je peux vous dire que ce constat est très régulièrement validé. Donc c'est exactement la base de l'analyse technique. Lorsque l'on fait un constat et qu'on n'est pas seul, mais qu'on est des milliers d'opérateurs à faire le même constat, d'abord ça commence à se savoir, à se répandre de bouche à oreille, et puis quelques-uns en parlent dans des ouvrages, et ça devient une technique. Chacun est libre évidemment de se l'approprier pour d'ailleurs l'améliorer, et bienvenue à vous si l'un d'entre vous décide d'améliorer cette technique. Alors déjà, pour la démonstration... Oui, alors, pardon, l'un d'entre vous pose une question. Est-ce que j'aurais choisi pour la démonstration une certaine unité de temps? Donc là, le graphique est en 1 jour, l'actuel sur le DAX 30, et précédemment, nous regardions la paire dollar australien, dollar américain, et on était dans une autre unité de temps. Non, pas du tout. En fait, les unités de temps ne vont pas me servir sauf pour détecter une vague d'impulsion, c'est tout, pour bien repérer le point de démarrage et le point d'arrivée d'une vague d'impulsion. Comme ce sont des mouvements de prix, somme toute, à partir du moment où je vois le mouvement, donc en effet, si je me mets en barre ou en bougie mensuelle, là, je ne verrai pas le départ du mouvement, mais une fois que j'ai vu le départ du mouvement, d'une certaine façon, ce sont juste des mouvements de prix. Donc je ne tiens pas compte d'une certaine façon des vagues, je ne tiens pas compte des unités de temps. Alors les mèches, est-ce qu'il faut prendre, l'un d'entre vous, bonjour Eric, me pose la question, est-ce que je vais regarder les mèches ou simplement le corps des mèches? Là encore, si je suis dans une petite unité de temps, ça ne va pas changer beaucoup. Hein, ce sont des objectifs qui sont loin du marché. De toute façon, je ne vais pas jouer au tick près cet objectif. Quand j'ai un objectif de prix, par exemple actuellement sur le DAX 30, 10 574. Bon, le marché aujourd'hui est autour de 9 193. Il est évident que le marché, s'il montait à 10 562, je considérais mon objectif atteint. Je ne joue pas au tick près quand je joue des très grands objectifs. Donc du coup, le calcul à partir des mèches ou du corps, sauf si je prends des bougies mensuelles, mais c'est un peu imprudent, avec des bougies, on va dire, à petite unité de temps, ça ne sera pas très important. Là même, voyez-vous, j'étais en bougie hebdo, ça n'aurait pas changé énormément l'objectif. Alors oui, Chris 8 me pose la question, pourquoi je n'ai pas gardé les seuils traditionnels de Fibonacci? Eh bien, tout simplement parce que ça, c'est un autre webinaire, les seuils traditionnels. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit au démarrage, je trouve très réducteur de parler des retracements et des extensions en les appelant outils de Fibonacci. Les premiers retracements, bien avant les retracements de Fibonacci, ont été les retracements de Dow, hein, de la fameuse théorie de Dow. Donc ce sont des retracements du tiers, de la moitié et des 2 tiers. Ensuite, il y a eu un autre analyste et trader brillant au 19e,
William Delbert Gann, qui a introduit toute une famille de retracements. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai un webinaire dessus, puisqu'ils sont très mal utilisés. Donc voyez-vous, voilà déjà deux familles de retracements, Dao et Gann. Et en fait, les retracements à l'aide du nombre d'or de Fibonacci, c'est un cas particulier intéressant, mais c'est un cas particulier. Là, simplement pour la présentation, j'ai enlevé les extensions à l'aide de Fibonacci pour juste focaliser votre attention sur les extensions à l'aide de la règle de 7. Alors, vous pouvez bien évidemment mettre tous les seuils, Dao, Gann, règle des 7 et Fibonacci. Bon, à l'arrivée, ça va être un peu compliqué, mais vous pouvez. Donc j'ai simplement, par souci de clarté, présenté les seuls seuils de la règle des 7. Alors, pour répondre à Del Toro, est-ce que la règle des 7 est applicable pour toutes les unités de temps? Alors encore une fois, oui, vous pouvez tout à fait dans une toute petite unité de temps voir un retournement. Si le retournement a lieu sur une petite unité de temps, bien sûr, vous verrez un retournement. Par exemple, je vais regarder en 5 minutes sur 2 jours. Nous voilà en 5 minutes sur 2 jours sur ce marché. Et en effet, vous pouvez considérer par exemple sur le DAX, donc je suis en 5 minutes, le marché est en train de baisser, il fait un arrêt autour de 9157 et vous pouvez dire, je pense, si l'on rompt une ligne de tendance baissière, qu'on va repartir à la hausse. Pourquoi ne pas prendre cette vague comme première impulsion et calculer à l'aide de la règle des 7 où le marché peut aller une fois qu'il aura redépassé ce petit sommet. J'aurai une vague d'impulsion et puis ici on repart à la hausse. Vous pouvez tout à fait. Le fait d'être dans une petite unité de temps va me permettre de voir ce phénomène qu'évidemment je ne verrai pas si je passe en bougie hebdomadaire comme j'étais précédemment. Alors, voilà une question, je trouve assez intéressante parce qu'elle est complète, elle va peut-être même nous emmener un peu loin. Donc, merci Yvon pour cette question. Est-ce que je couple cette technique avec d'autres pour définir un objectif et confirmer éventuellement cet objectif? Oui, il est évident que par exemple, tout à l'heure, je vous parlais sur le DAX. Alors, je vais remettre le DAX, par exemple, en données hebdomadaires sur 10 ans. Bon, vous prenez le DAX en hebdo sur 10 ans, et je vous ai dit, le marché est en train de faire un magnifique latéral. Bon, voyez-vous. Bon, il est évident, quand on sort d'un marché latéral, que l'on peut calculer des objectifs à l'aide de l'analyse chartiste classique. L'analyse chartiste classique vous dit, quand vous sortez d'un triangle, alors le triangle n'est pas très beau, mais on peut voir une espèce de triangle ascendant, un énorme triangle ascendant. Donc voilà, vous pourriez calculer un objectif à l'aide de cette figure chartiste. Bon, si maintenant je pose sur cet outil d'autres approches, je vais pouvoir calculer des objectifs avec n'importe quelle approche qui, encore une fois, donne des objectifs, ce qui n'est pas le cas de toutes les approches. Si je mets de gigantesques bandes de Bollinger sur cet outil, peut-être que je vais avoir un objectif pas très loin. Bien évidemment, c'est un plus, c'est ce que j'appelle un additif de performance que je vais coupler avec d'autres méthodes, bien sûr. Donc c'est une réponse un peu succincte, mais la réponse elle est oui, bien sûr. Alors ça c'est toujours une question très délicate pour deux raisons. Alors Lolo31 me demande si je peux donner des probabilités de réussite de cette technique. Alors en analyse technique, on parle des méthodes.
on indique comment les backtester, mais ensuite c'est à chacun de le faire. Je m'explique. Les probabilités, quand elles sont dans un ouvrage, elles ne sont valables que jusqu'à la date de parution de l'ouvrage. Après, c'est fini. Donc, je ne donne pas de probabilité, je les vends. Et comme ça n'a pas de prix, ça s'appelle du partage de profit. Excusez-moi d'être un peu sec sur le sujet, mais ça, c'est de l'économie. Si je fais du trading, je fais aussi un peu d'économie. En revanche, je suis prêt à vous apprendre comment backtester des statistiques. Ça, oui. Mais ensuite, vos statistiques vont dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de la plage d'historique que vous considérez. Est-ce que vous backtestez sur 1 an, sur 5 ans, sur 50 ans? Ça va dépendre de votre horizon. Est-ce que vous avez regardé un seul marché ou 50 marchés? Donc ça devient très compliqué. Dans la littérature, on va vous dire tel outil est bon. On va vous dire tel outil, c'est mauvais, ça ne marche pas. Les coupures de moyenne mobile, on va vous dire attention, il ne faut surtout pas faire reposer une technique uniquement sur les coupures de moyenne mobile. Ça peut aller conjointement à d'autres outils. Mais on vous dira rarement il y a des statistiques. Alors je sais qu'il y a un ouvrage notamment qui circule sur les statistiques de certaines figures chartistes. Lisez-le très attentivement et vous comprendrez quelles sont les limites de ces statistiques. Mais si vous voulez backtester ces statistiques, si vous voulez qu'on parle des méthodes pour backtester et construire des statistiques, oui, là je suis tout à fait prêt à vous en parler, j'ai fait moi-même des travaux très lourds là-dessus. C'est une réponse de Normand, pour deux raisons. D'abord parce que je suis Normand, déjà ça justifie pas mal de choses. Et d'autre part parce que c'est la réponse la plus honnête que je peux faire. Si je vous donnais des statistiques, vous n'auriez aucune raison de me croire. Je pense que la question d'Aurélien est par rapport au sommet du DAX. Pourquoi on choisit la dernière impulsion obligatoirement? Oui, alors la question d'Aurélien, en effet, ça c'est une question classique. Donc je pars de la dernière impulsion. Eh bien parce que là encore, les opérateurs de Chicago qui ont diffusé cette méthode ont constaté que pour calculer ces objectifs, typiquement dans le cas d'un double sommet ou d'un triple, on prend toujours la dernière impulsion. On part du dernier sommet en fait. Donc ici je vais calculer, en fait l'impulsion va être calculée depuis le deuxième sommet jusqu'à ce qu'on appelle la ligne de coup de la figure chartiste. C'est un constat. Vous pouvez éventuellement faire le calcul autrement. Vous allez obtenir de petites différences. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Là, je vous cite la méthode telle que je l'ai trouvée dans les dans les articles, puisqu'en fait c'est plus dans des articles que j'ai trouvé ceci. Voilà, le premier décompte c'est toujours pareil. C'est à partir du moment où vous pouvez détecter un retournement de marché net. Alors, qui évidemment va dépendre de votre time frame, de votre temporalité d'observation des cours. C'est là le seul usage de la temporalité. Si je suis en daily ou en 5 minutes, je ne vais pas lire les mêmes mouvements. Alors, une question de l'un d'entre vous. Donc désolé pour le pseudo, c'est un ensemble de consoles avec une seule voyelle. On utilise souvent la moyenne mobile à cette période, comme moyenne mobile courte. Je pense qu'il n'y a aucun lien entre ce chiffre 7 et le chiffre 7 de la règle des 7. Je pense qu'il n'y a absolument aucun lien. Là, la moyenne mobile, pour le coup, c'est tout à fait autre chose. Alors, les retracements utilisent souvent 50%. Ça c'est vrai. Alors un retracement de 100%, ça c'est justement la frontière. Une fois qu'on a retracé de 100%, on est dans les extensions. Donc la règle des 7 calcule des objectifs par extension et non pas des retracements. Donc voilà pourquoi la règle des 7 en tant qu'extension ignore les retracements. Mais la réponse est dans la question. Alors un PDF, là je vais vous dire, si vous venez en coaching, je remets des PDF en coaching. Sinon, si vous voulez laisser circuler des PDF, bon, j'allais dire, vous le voyez déjà, je pense suffisamment précis. C'est très simple. Si vous
re-suivez ce webinaire, ce dont d'avance je vous remercie. Quasiment vous aurez le PDF si vous voulez. J'ai été assez, je pense, lent pour bien vous montrer le mode de calcul. Parce que ça c'est important, il y a la petite subtilité. Les chartistes à l'origine, comme ils travaillaient sur papier, c'était des feuilles de papier millimétrées, c'était d'ailleurs magnifique. Bon, ils avaient le temps, donc la méthode se faisait avec 1,40 par exemple. 7 divisé par 5, 1,40. Dans les logiciels, c'est un tout petit peu différent, on fait 0,40. Voilà pourquoi j'ai pris bien mon temps pour vous présenter ceci. Voilà. Je rappelle sincèrement, attention, repérer un retournement. Je rappelle seulement, il faut bien repérer un retournement et prendre la première impulsion une fois que le marché est parti à la baisse. Quels sont d'après vous les problèmes ou défauts de cette technique ? Alors oui, ça c'est un point important que me pose Yvon. Quels sont les problèmes ou défauts de cette technique ? Alors tout d'abord, le premier défaut de cette technique, c'est de croire que c'est la seule technique. Ça, il est évident que si vous n'utilisez que ça, c'est exactement, je vais prendre un parallèle avec une technique que je pratique qui s'appelle l'alpinisme. Si vous grimpez qu'avec votre pied droit en oubliant le pied gauche, la main droite et la main gauche, vous allez faire une PTC. Et dans le jargon alpiniste, une PTC, c'est une prise de terrain à la con. Donc c'est-à-dire que vous allez vous casser la figure. C'est un outil. Vous avez tous les autres outils. Bien sûr, à l'intérieur de la boîte à outils analyse technique, et c'est tout le travail du coaching, pour ceux qui n'arrivent pas à choisir, qui sont, on va dire, comme pétrifiés devant la richesse de la boîte à outils, vous allez sélectionner quelques outils. Il faut donc des outils qui vous permettent de lire le marché, il vous faut des outils qui vous permettent de qualifier la tendance, il faut des outils qui vous permettent de calculer vos stops, et il faut des outils qui vous permettent de calculer vos objectifs. Mais ça vous fait quelques outils, ça ne veut pas dire utiliser tous les outils. Et je pense que le premier défaut d'un outil, c'est de vouloir faire reposer tout le poids de votre trading sur un seul outil. À partir du moment où vous voulez un seul outil, j'allais presque dire, par construction, il sera mauvais. Parce que le poids de votre méthode va le faire craquer. En revanche, comme complément, comme additif de performance, je dis cet outil est excellent. Et une dernière question, oui, bien sûr. Alors, quels outils marchent le mieux avec la règle des 7 ? Eh bien, en fait, si vous avez des outils qui marchent très bien, lorsque votre marché de prédilection, par exemple, évolue dans des zones de prix déjà connues, ça peut être des bandes de Bollinger, ça peut être des pivots, ça peut être l'Ishimoku. Donc là, la règle des 7, elle va par exemple vous servir dans l'Ishimoku lorsque vous êtes dans une zone inconnue. Vous êtes totalement en dehors de toutes les lignes de l'Ishimoku, le marché est en train de monter très fort ou de baisser très fort, vous avez besoin de répondre à la question, mais où peut aller ce marché ? À ce moment-là, la règle des 7 va vous servir. Et en fait, je pense que cette dernière question me permet de boucler sur le point de départ de ce webinaire. La règle des 7 vous permet de calculer des objectifs lorsque le marché est susceptible d'aller très loin. Alors même si vous ne l'avez pas posé dès le départ, ça vous permet souvent de calculer des objectifs de prix beaucoup plus loin que les figures chartistes, beaucoup plus loin que beaucoup d'autres outils de l'analyse technique. Voilà, je repasse la parole à Nicolas Chéron et on se retrouve juste après. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup Jean-Étienne pour cette présentation. Beaucoup de commentaires positifs dans la file commentaires. Je vais laisser Jean-Étienne boire un peu d'eau, un petit café et on va enchaîner avec l'interview. Certains d'entre vous me posaient la question de savoir où retrouver les webinaires que Jean-Étienne avait déjà fait avec nous sur DailyFX. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aller sur la chaîne DailyFX France dans la rubrique formation. Et alors vous trouverez ici formation trading
apprendre à optimiser les moyennes mobiles sur le Forex en bourse. Donc je vais vous donner le lien direct vers cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera bien évidemment postée sur le site ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous allons faire une petite pause de 5 minutes. À la suite de laquelle nous allons enchaîner sur une interview de Jean-Étienne Lenné. Comme vous l'avez bien compris, Jean-Étienne a 30 ans d'expérience, il connaît toutes les techniques ou presque d'analyse technique, il est très bon pédagogue et je vais donc profiter de son expérience encore pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour réaliser donc une petite interview. Donc merci à tous d'avoir été présents. Sylvie me dit qu'une très bonne idée serait l'histoire de l'analyse technique, on va y penser et on va le mettre dans notre liste, c'est effectivement une très bonne idée. Je vous rappelle une dernière fois à la fin de ce webinaire et je vous invite à lire les news DailyFX qu'on a postées sur le site. Donc je vous rappelle que Jean-Étienne, le mardi 29 avril, fera dans nos locaux une formation de 4 à 5 heures avec un petit groupe de 10 à 12 personnes maximum, donc les places partent vite. Et donc grâce à ça, vous aurez 4 à 5 heures de formation, de coaching, de questions-réponses avec Jean-Étienne. Je crois que vous avez compris que Jean-Étienne n'était pas particulièrement quelqu'un qui fait du marketing, de la vente ou autre, mais quand on parle quand même de trading et donc d'argent, eh bien il y a des petites limites ou du moins des conditions. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On ferme la salle de trading en live pendant 5 à 7 minutes et on vous retrouve dans quelques instants.